Coucou! Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo histoire, culture qui met à l'honneur le Vietnam et la Polynésie avec Laure sur sa chaîne. Elle m'accueille, ça me fait très plaisir. Raconte-nous un peu ton parcours, le pourquoi du comment t'es arrivé à travailler sur l'identité nationale polynésienne pendant les essais nucléaires. Eh ben écoute, ça vient de mon grand-père qui a fait les essais en tant que vétéran. Il m'a beaucoup parlé de son expérience là-bas. Donc il est parti en 1976, 68, 69. Et donc, j'ai vraiment eu envie, parce qu'on n'entendait pas du tout parler de cette histoire-là, d'en parler dans un mémoire d'histoire, vu que j'étais en histoire à l'université de Tours. Donc, j'ai fait une licence d'histoire et ensuite, là, pour le master, j'ai choisi de travailler sur ce sujet-là. Mais il y a eu quand même des choses qui étaient faites en termes de rapports scientifiques, il y avait beaucoup de choses qui avaient été faites sur les maladies, etc. Donc, j'ai choisi de faire quelque chose de plus culturel, qui était un peu plus dans mes cordes. Et puis, l'université de Tours évoque beaucoup l'histoire culturelle, l'histoire sociale, etc. Donc je me suis attardée sur l'identité polynésienne, qui prend une certaine tournure pendant les essais nucléaires, même avant l'installation, donc depuis la colonisation jusqu'à, on va dire, les années 70. Il y a eu toute une tournure qui s'est prise autour de l'identité et de cette revendication polynésienne, maori, locale, qui passe par plein de traits culturels qu'on connaît aujourd'hui avec le tourisme. Donc, moi, mon sujet, c'est de comprendre pendant la période des essais et pendant la période de construction aussi du centre d'expérimentation du Pacifique, qui va accueillir donc les essais sur différents atolls, mais sur l'ensemble de la Polynésie française, tout ce qui va arriver culturellement en fait pendant ces essais. Ok. J'aimerais te poser une question parce que les essais nucléaires, c'est pas un sujet qu'on trouve basiquement sur Internet, etc. Ouais. Au niveau des ressources, comment tu t'es prise pour avoir toutes ces recherches? Alors au niveau des ressources, ça a été compliqué parce que c'est vrai qu'on ne va pas avoir une page dans le manuel scolaire au lycée, même au collège, sur les essais en tant que tels. On va évoquer la puissance nucléaire sur le parcours de Gaulle, parce que c'est lui qui est à l'origine de cette initiative. Mais moi, je me suis vraiment tournée, déjà pour commencer, vers mon grand-père, qui fait partie d'une association qui s'appelle l'AVEN, et qui donc a recensé depuis sa création certaines archives, certains témoignages, et a mené un combat de reconnaissance pour toutes les personnes qui ont participé à ces essais, qu'ils soient civiles, militaires ou même les populations locales. Donc là, j'ai commencé à trouver des petites archives sympas. Et après, il y a eu beaucoup, en 2021-2022, on va dire, de changements en termes administratifs. C'est-à-dire que certaines archives qui n'étaient pas accessibles avant au grand public ont été déclassifiées. Et c'est des archives qui sont classées quand même secret défense à la base et qui, suite à une loi, ont été accessibles. Donc vraiment la totalité est accessible depuis novembre 2022, donc c'est vraiment très récent. Il y avait déjà des travaux qui avaient été faits, mais c'est vraiment sur soit des dérogations, soit c'était des archives qui étaient déclassifiées, mais qui concernaient beaucoup plus l'aspect scientifique. Donc moi je travaille vraiment sur l'aspect social, donc j'ai pu avoir accès là récemment à des archives du renseignement français, sur l'étude des populations, l'étude des politiques locales, des élections, des rumeurs qu'il y avait aussi autour de la construction du centre. Donc toutes ces choses-là, en fait, sont accessibles depuis, on va dire, à peine 6 mois. Donc c'est pour ça que là, c'est vraiment un grand moment pour mon mémoire, puisque quand j'ai commencé mon mémoire, il faut savoir que je n'y avais pas accès encore. Ok. Donc, Le Vietnam et la Polynésie retrouvent certaines similitudes à travers leurs histoires, notamment celle d'une lutte contre l'empire colonial, deux luttes différentes qui aboutissent pour l'un à la dépendance et pour l'autre à une intégration à la nation française. Le Vietnam possède une histoire très ancienne où se mêlent les légendes et les récits d'origine chinoise. Les historiens sont néanmoins certains que la population vietnamienne est née d'un brassage de nombreuses civilisations venues d'ailleurs. C'est au cours des années 1620 et 1630 que les premiers missionnaires français arrivèrent en Indochine.
le jésuite français Alexandre de Rhodes organisa une mission au Tonkin avant d'être expulsé pour avoir fait imprimer un catéchisme en écriture romanisée, le Kwokmo. La fondation de la Société des missions étrangères en 1664 amplifia le mouvement, mais les Vietnamiens n'accueillirent pas favorablement cette pénétration étrangère, des barbares impies de l'Occident. La colonisation française de la péninsule Indochine commença donc en 1858 sous le Second Empire avec l'invasion de la Cochinchine, officiellement annexée en 1862, suivie de l'instauration d'un protectorat sur le Cambodge en 1863. La colonisation française reprit à partir de 1883 sous la Troisième République avec l'expédition du Tonkin, corollaire de la guerre franco-chinoise qui conduisit à l'instauration de deux protectorats distincts sur le reste du Vietnam. Durant la période de la colonisation française, le Vietnam fut divisé en trois entités administratives. Au sud, la colonie de Cochinchine, placée sous la tutelle directe des lois et de l'administration française. Au centre, l'Annam, théoriquement placé sous un régime d'administration indirecte, le souverain, le mandarinat et les lois étant soumis, comme le Cambodge et le Laos voisins, au protectorat de la France. Au nord, le Tonkin, sorte de semi-protectorat qui évoluait vers un régime d'administration directe. Après une guerre franco-chinoise qui marqua les années 1884 et 1885, la Chine dut à son tour, lors du traité de Tientsin du 9 juin 1985, reconnaître le protectorat français sur le Vietnam. En 1887, le Vietnam, le Cambodge et le Laos furent regroupés au sein d'une Indochine française, l'Union indochinoise, confiée à un gouverneur général. Bien que le Vietnam ait été une colonie française de 1885 à 1946, soit durant une soixantaine d'années, c'est depuis le XVIIe siècle que la France était présente dans cette région. Dès sa création en 1941, le Front pour l'indépendance du Vietnam, Viet Minh, est au cœur de la lutte contre l'occupant japonais et la domination française sur le territoire vietnamien. La fin de la Deuxième Guerre mondiale en août 1945 est suivie par la proclamation d'indépendance de la République démocratique du Vietnam, qui est élue par un fondateur du Parti communiste indochinois et figure de proue du Viet Minh, Ho Chi Minh Nguyen Ai Phuoc. Il arrive que de nombreuses personnalités connues fuient le Vietnam vers l'ancien empire colonial français. Celui-ci déclare à cette occasion n'avoir plus désormais aucun rapport avec la France impérialiste. Il annule notamment tous les traités que la France a signés au sujet du Vietnam et il abolit tous les privilèges que les Français se sont arrogés sur le territoire. Le retour des Français qui refusent de reconnaître l'indépendance de la nouvelle République est suivi par des négociations entre les deux parties qui ne suffisent pas à régler le différend. L'année 1946 sera marquée par le déclenchement d'un conflit armé long et meurtrier qui ne prendra fin qu'en 1954 avec la signature des accords de Genève. La guerre du Vietnam, également appelée Deuxième guerre d'Indochine, guerre civile vietnamienne ou encore guerre des 10 000 jours par les Vietnamiens qui ne la considèrent pas comme un conflit indépendant de la guerre d'Indochine, est une guerre qui se déroule de 1955 à 1975. D'une part, la République démocratique du Vietnam, ou les Nord-Vietnamiens, avec son armée populaire vietnamienne, soutenue matériellement par le bloc de l'Est et la Chine, allié au Front national de libération du Sud vietnamien, dit Viet Cong, et d'autre part la République du Vietnam. Militairement soutenu par l'armée des États-Unis, appuyé par plusieurs alliés, notamment l'Australie, la Corée du Sud, la Thaïlande ou encore les Philippines. Alors ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'à partir des années 1840, le début de l'implantation coloniale française, d'abord aux Marquises puis à Tahiti, pose vraiment des difficultés à l'expression de la culture polynésienne. Un conflit impose un protectorat, puis c'est au moment où le roi Pomaré accepte en 1880 de céder son royaume de Tahiti à la France. Celui-ci devient l'élément principal de la colonie française appelée Établissement français d'Océanie. Et c'est à ce moment-là que la France obtient une position très stratégique dans le Pacifique. Les années coloniales en Polynésie sont vraiment difficiles pour les populations locales et sont caractérisées notamment par les fameuses photos où on voit les Polynésiennes habillées en robe de missionnaire. À partir des années 50, la Polynésie devient autonome et devient un territoire d'outre-mer. Dans un même temps, le général de Gaulle est rappelé au pouvoir après son grand voyage dans l'outre-mer. La population locale en Polynésie se développe, passant à 76 300 habitants en 1956. Et à ce moment-là, le général de Gaulle a des projets nucléaires pour la France. Comme on l'a vu, le Vietnam
a fait les frais d'une implantation française assez forte et de nombreux conflits sur le territoire. La Polynésie, la différence, c'est qu'il n'y a pas eu spécialement de guerre, dans le sens où la colonisation s'est faite, on va dire, de manière assez administrative, en douceur, si je peux me permettre, puisque c'est la reine Pomare V qui va léguer le royaume de Tahiti, donc les îles de la Société, à la France. Et donc à ce moment-là, on va vraiment avoir des choses qui bougent, puisque la condition que ce soit un royaume français qui fasse partie de la France, c'est que les personnes qui sont ressortissantes de Tahiti et des îles autour soient français. Donc après 1840, dans les années 1880, là on a vraiment l'implantation française qui est faite. Et donc c'est le début de ce qu'on appelle les établissements français d'Océanie. Donc c'est voilà, une partie de l'empire colonial français. Cette partie-là, elle est assez intéressante puisque c'est vraiment le début de l'implantation culturelle française en Polynésie. On va vraiment avoir un système administratif assez rigoureux qui s'installe, qui va faire beaucoup de débats auprès des populations locales, en particulier sur l'île principale. Mais il faut savoir que dans les contrées un peu plus lointaines, sur les autres îles et d'autres atolls, les populations ne sont pas forcément affectées et au niveau culturel vont vraiment garder leur langue. Je pense au rapa, à toutes ces langues locales en fait, qui vont continuer d'être parlées. Mais le français va quand même prendre le dessus sur l'île principale de Tahiti. Dans les années 1940, ça va être, il va y avoir des changements administratifs, puisque le statut de colonie n'existe plus. Ça va vraiment être une partie, le début de l'outre-mer, une partie à part entière française. Et on peut se questionner sur cette volonté d'en faire une partie volontairement française, puisque en effet, l'empire colonial assez strict en Polynésie, puisque on va avoir des exemples comme ne pas pouvoir parler certaines langues locales, privilégier le français, une administration assez forte. Toutes ces choses-là en fait vont changer, en tout cas pour l'île principale de Tahiti, certains aspects de la vie. Mais c'est vraiment en 1956, avec la loi cadre des fers, que la Polynésie va avoir une certaine autonomie. Elle est depuis 1946 un territoire d'outre-mer, c'est le début de ces circonscriptions administratives. Et avec cette loi-là, elle a une forme d'autonomie et elle va même avoir accès à une assemblée polynésienne. Dans le cadre de cette élévation culturelle, est-ce qu'il y a des personnages à retenir? Alors, oui, évidemment. Il y en a des très très connus. En Polynésie, on pense souvent à Puvana, qui est une personnalité assez forte. J'ai eu l'occasion de parler dans le cadre de mes études de ses mémoires, où il explique un petit peu tout son parcours, qui a d'ailleurs été relayé et traduit. Et donc il a un rapport vraiment assez fort avec la France malgré tout. Et en 1946, il va créer son parti, on va dire un parti tahitien, qui est le Rassemblement des populations tahitiennes, et dans lequel il va proposer certaines idées qui amènent à une forme d'indépendance de la Polynésie. Mais évidemment, petit à petit, le changement administratif de la Polynésie, qui devient, après établissement d'Océanie, un département d'outre-mer, va amener à une nouvelle génération de personnalités qui œuvrent dans ce parti politique pour une forme plus apaisée, un lien quand même avec la France, une sorte de légère autonomie, sans pour autant être totalement indépendant. Dans les années 60, il sera évidemment député, et il faut savoir que pendant les essais nucléaires, au début de la construction du CEP, il ne sera pas présent puisqu'il a été... comment on dit ça en français? Exilé en France, à Marseille plus précisément. Et donc à son retour, il y aura de nombreux débats, mais il ne sera pas forcément si présent que ça pendant l'évolution des essais nucléaires, même si le parti va quand même évoquer certaines choses.
Et donc je crois que toi aussi, Laure, tu as quelque chose à nous dire à propos d'un héros vietnamien. Il y en a un certain nombre. Oui. Et toi, tu en as choisi un aujourd'hui. Oui, et j'ai choisi le héros Kidong. La Polynésie est un territoire étendu aux multiples cultures. Elle a été traversée en effet par d'abord les premiers visiteurs des îles, les Anglais et enfin les Français. Et elle subit également, dès les années 50, l'influence américaine. Avec l'ouverture du canal de Panama en 1914, c'est le début de l'importation et du commerce international pour la Polynésie. La politique polynésienne se développe. Le nationalisme polynésien se développe. Mais est-ce qu'on peut vraiment parler d'un nationalisme polynésien? Peut-être plutôt tahitien. En effet, en fonction de chaque île, chaque partie du monde, le territoire est tellement vaste, la politique est différente et les envies aussi. Pouvana se dit porteur d'un nationalisme tahitien. Il constate le privilège des fonctionnaires métropolitains et s'inspire de Lulu Spritz dit Roulou, qui, par son discours, est l'un des premiers Tahitiens à s'opposer au système institutionnel français. En 1941, Pouvana a créé l'association Les Amis de Tahiti. La crainte pour lui, c'est que les populations qui ne proviennent pas de Polynésie de souche envahissent la Polynésie. Partisan de la France libre et proche de De Gaulle, partisan de la France libre et partageant les idées gaullistes, Pouvana a une histoire vraiment passionnante avec la France. Cependant, il est emprisonné en 1942. Il reste malgré tout et à distance la figure du nationalisme polynésien. Il a connu la guerre et parle notamment des souffrances des autochtones lorsque la guerre était mondiale. Le problème pour lui est la dépendance politique, financière et matérielle à la France et aux autres parties du monde de la Polynésie. C'est pourquoi, en 1946, il est élu à la députation locale de Tahiti et créé en 1949 le Rassemblement des populations tahitiennes. En 1970, il devient sénateur. Pendant toute sa carrière politique, il participe au développement d'un sentiment national tahitien. Kidong naît vers 1875 dans le village de Ngoc Dinh, dans la province de Tay Ban. De son vrai nom Nguyen Van Cam, il attira très tôt l'attention des mandarins de sa province natale par son intelligence et son savoir précoce. Adolescent, il devint l'inspirateur d'une insurrection au Tonkin à la fin du XIXe siècle. Vénéré par les paysans pour son intelligence et son savoir, celui que l'on surnomma Kidong, l'enfant merveilleux, lève une révolte contre la citadelle de Nam Dinh en 1887, dans le nord de l'Indochine coloniale. Il est d'abord exilé à Alger de 1887 à 1896 par le pouvoir colonial. Il y obtient son baccalauréat en sciences. De retour au pays, il refuse le mandarinat qui lui est offert et préfère se rapprocher des terres du nationaliste Détam, où il lève une armée de paysans qui voient en lui le génie messianique qui mettra fin à la colonisation. Le gouverneur général de l'Indochine juge finalement qu'il n'est pas prudent de garder Kidong sur le sol vietnamien. Le héros n'a que 23 ans lorsque le 24 janvier 1898, sa déportation vers la Guyane française est décidée. Le révolutionnaire fut finalement exilé à Tahiti par ordre du ministre des colonies. Il est installé aux îles Marquises, à Ivawa. Durant son séjour, il fréquente et se lie d'amitié avec le peintre Paul Gauguin. Il épouse une Tahitienne, Punuhura, avec qui il aura 2 enfants, dont une fille décédée dans son adolescence et un fils, Pierre-Napoléon Van Cam. C'est par ce dernier, notamment, et ses 11 enfants, que la famille Van Cam fait souche en Polynésie. Le 17 juillet 1929, un an après sa femme, l'enfant merveilleux s'éteint à l'âge de 50 ans. Il est enterré au cimetière de l'Uranie, dans ce qui est aujourd'hui le caveau familial des Van Cam. Vietnam était un pays libre, mais ce que tu as expliqué avant, que la Polynésie ne l'était pas. Quels sont donc ces contrastes avec la France? Alors oui, en effet, il y a quand même pas mal de différences puisque la Polynésie, depuis 1840, n'est plus le royaume de Tahiti comme elle a été. Et puis en plus, englobe, il me semble que c'est une sorte de 146 îles, 147 îles. Donc c'est un vaste territoire et englobe d'autres langues locales. Donc c'est un français
qui va être parlé différemment en fonction des îles polynésiennes, avec un accent qui se différencie et énormément de dialectes. On vole à des langues locales, on vole au français, mais ça reste la langue administrative et la langue de l'école. Donc évidemment, elle est parlée, par exemple, à Tahiti, elle est énormément parlée. D'autres choses qui viennent de France, c'est certaines habitudes, certaines consommations. Mais il faut savoir que de nos jours, c'est plus le commerce américain qui va avoir de l'influence sur les consommations des Polynésiens. En effet, à partir des années 1920, les chercheurs évoquent un sauvetage urgent du patrimoine culturel du Pacifique qui a fait les frais d'une déperdition après l'arrivée des Européens. L'acculturation confirme ces marques dans un contexte où la mondialisation vient s'intensifier après les guerres. Les langues polynésiennes, pour certaines, sont en voie de disparition, préférant le français ou le mélange des langues. Apparaissent ainsi des dialectes. À partir des années 50, les interdictions liées aux pratiques culturelles se raréfient et les libertés viennent transformer les obligations. Pour la métropole, la Polynésie française renvoie à un lieu imaginaire dans un moment où elle est en pleine reconstruction identitaire. Associée aux vacances et aux cartes postales, la Polynésie française n'est pas nécessairement connue des populations de la métropole. Elle occupe d'ailleurs une place faible, voire quasi inexistante dans les manuels scolaires des années 60. L'article 1954 évoque les évolutions économiques de la Polynésie française et propose une carte approximative plaçant les îles de la Polynésie française entre la Chine et les États-Unis. On voit là le ridicule. L'image fantasmée des Polynésiens et surtout des Polynésiennes viennent des voyageurs et de la littérature. Les cartes postales des années 60 sont distribuées à bord des bateaux et font fureur auprès des marins. Les couples métis sont en grande augmentation. La vaïnée, les danses polynésiennes, les coiffures, les colliers de fleurs, les coquillages sont à l'honneur. Mais cela sert également la Polynésie et sa culture, toujours de plus en plus mise en avant. La culture française au Vietnam. Pendant la colonisation, la France développa les systèmes de santé et d'éducation dans les pays indochinois, dont la société resta cependant très inégalitaire. La France a diffusé sa culture et ses valeurs dans la plupart de ses colonies. Le Vietnam possède donc des traits culturels encore aujourd'hui. Parmi ceux-ci, l'éducation, la médecine, la langue et la technologie. Le français est donc enseigné à l'école et constitue la langue du gouvernement. De 1900 à 1940, le français est très présent. Cependant, un grand nombre de Vietnamiens ne parlaient pas couramment le français ou même refusaient de l'apprendre. C'était surtout le cas des révolutionnaires vietnamiens qui avaient développé une répulsion de la langue coloniale, bien que, paradoxalement, la plupart de leurs discours et articles écrits pour promouvoir l'indépendance étaient rédigés en français. C'est au cours de cette période qu'un pidgin appelé français vietnamien ou Thai Boy en vietnamien prit de l'expansion. La langue vietnamienne, appartenant à la famille austro-asiatique, a emprunté quelques centaines de mots au français. La plupart des mots d'origine française concernent des termes se rapportant à des objets, de la nourriture, des transports ou encore des technologies introduites au Vietnam pendant la période coloniale. Tu as parlé des périodes de 1840 à 1960. Est-ce que tu sais si maintenant, aujourd'hui, il y a des évolutions par rapport à tout ça? Alors, il y a des évolutions forcément depuis l'installation des essais nucléaires, du CEP, pardon. Donc, évidemment, les retombées suite aux essais français sont catastrophiques pour l'environnement comme pour les populations, comme pour les personnes qui ont travaillé dans le cadre des essais, avec énormément de cancers de la thyroïde et de la gorge, notamment sur l'atoll de Hao et les îles environnantes. Mais c'est toute la Polynésie qui a été touchée, également la Nouvelle-Zélande, le Japon. Il faut savoir qu'en fonction de la météo, des vents et des pluies, les nuages radioactifs se déplacent et en fait on fait le tour de la Terre. Donc c'est davantage la Polynésie française qui est touchée, mais le reste du monde également, donc ça a un impact très très important. Culturellement parlant, la Polynésie se démarque de plus en plus, avec notamment toujours cette volonté de montrer culturellement son patrimoine, et notamment l'Institut des hommes du Pacifique évolue dans cette direction. Donc la France
se joint à ces initiatives. Et aujourd'hui, la Polynésie a une assemblée qui participe énormément et qui a une vraie indépendance politique, même si elle fait partie de la République française. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. On a choisi quelques éléments historiques, quelques personnages à présenter. C'est vraiment à titre, comment dirais-je, à titre expérimental, parce qu'en fait, c'est un sujet très très vaste. Ce serait impossible de parler de tout ça en une seule vidéo. Mais on espère quand même que ça vous a ouvert sur le sujet, que vous aurez envie de vous y intéresser, parce que comme je disais, dans les livres d'école, on n'a pas forcément accès à ça, et pourtant la Polynésie française fait partie de la France, et le Vietnam a eu une histoire quand même assez forte avec la France également. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Ok, donc c'était très important pour Manon de partager cette vidéo, notamment pour montrer son travail et aussi que c'était en sujet avec notre chaîne, puisqu'on parle quand même de nos origines et que c'est vrai que comme tu disais, on n'en parle pas souvent, voire pas du tout, et que c'est très important de le montrer publiquement et de façon bien recherchée et bien travaillée. C'est ça. Voilà. Donc merci d'avoir regardé la vidéo, on espère qu'elle vous aura plu, qu'elle aura été très culturelle pour vous et très intéressante. Donc voilà. Des bisous. C'est bon? C'est trop drôle. Ça y est, bon. Bah